Dans les archives poussiéreuses du comté de Henrico, en Virginie, se trouve un dossier judiciaire qui ne devrait pas exister. Daté du 15 octobre 1823, il porte le sceau brisé d'un tribunal qui a brûlé 3 décennies plus tard. À l'intérieur, 13 pages manuscrites racontent l'histoire d'Isaac de la Croix, dit « le boucher », un esclave qui a transformé sa maison de maître en abattoir humain par une nuit d'automne glaciale. Mais avant que vous ne refermiez cette sombre page de l'histoire, prenez le temps de vous abonner à cette chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez ce soir. Car cette histoire, mes amis, pourrait bien avoir eu lieu plus près de chez vous que vous ne l'imaginez. L'automne de 1823 s'annonçait particulièrement rude dans la vallée de la James River. Les plantations de tabac s'étendaient comme des cicatrices dorées sur les collines de Virginie. Territoire encore sauvage où les fortunes se construisaient sur le dos courbé des hommes en chaîne. C'était une époque où la jeune République américaine peinait encore à définir son âme, tiraillée entre les idéaux de liberté proclamés par ses pères fondateurs et la réalité brutale de l'esclavage qui alimentait son économie. La plantation Riverside s'élevait majestueusement sur une colline dominant un méandre de la James River, à quelques 30 milles à l'ouest de Richmond. Bâtie dans le style georgien typique des demeures virginiennes, elle exhibait ses colonnes blanches comme un symbole de respectabilité et de puissance. 3 étages de briques rouges abritaient la famille Hartwell depuis 4 générations, chaque pierre semblant imprégnée des secrets et des péchés accumulés au fil des décennies. Cornelius Hartwell III régnait sur ce petit royaume avec la férule d'un monarque absolu. Âgé de 47 ans, cet homme au regard dur et aux manières glaciales avait hérité de son père non seulement la plantation, mais aussi une réputation de cruauté qui s'étendait bien au-delà des frontières du comté. Sa femme, Évangeline, ancienne belle de Charleston, avait depuis longtemps troqué sa jeunesse dorée contre le rôle de maîtresse silencieuse d'une demeure où la peur était monnaie courante. Leurs 3 enfants, Nathaniel, l'aîné de 22 ans destiné à perpétuer la lignée, Margaret, 19 ans, dont la beauté masquait mal une nature aussi cruelle que celle de son père, et le jeune Thomas, 16 ans, qui oscillait entre la fascination pour la violence familiale et une sensibilité qu'il cachait soigneusement. Complétait ce tableau d'une famille unie dans l'apparence, mais rongée par des tensions souterraines. Les Hartwell possédaient 73 esclaves, hommes, femmes et enfants parqués dans une quinzaine de cases délabrées dissimulées derrière un bosquet de chênes, hors de vue de la grande maison. Parmi eux, Isaac de la Croix occupait une position particulière. Âgé de 34 ans, né sur la plantation d'une mère morte en couche et d'un père inconnu, probablement l'un des précédents maîtres Hartwell, Isaac avait grandi dans l'ombre de la demeure familiale. Mais Isaac n'était pas un esclave comme les autres. Grand, musclé par des années de labeur, il possédait une intelligence vive que les Hartwell avaient exploitée à leur profit. Cornelius l'avait fait instruire par le précepteur de ses propres enfants, un choix inhabituel qui témoignait de sa valeur exceptionnelle. Isaac savait lire, écrire, compter et parlait un français parfait hérité de son nom de famille, vestige d'anciens maîtres créoles. Plus troublant encore, il avait appris l'art de la boucherie auprès d'un boucher itinérant français, développant une maîtrise du couteau qui dépassait largement le simple dépeçage du bétail. Cette position privilégiée avait fait d'Isaac le contremaître officieux des esclaves de Riverside, un rôle qui lui valait à la fois le respect craintif de ses pairs et la haine sourde de ceux qui voyaient en lui un collaborateur du système qui les opprimait. Mais derrière son masque d'obéissance parfaite se cachait un homme qui observait, qui écoutait, qui attendait. Car Isaac connaissait les secrets de Riverside. Il savait pourquoi certains esclaves disparaissaient la nuit sans laisser de traces. Il savait ce qui se passait dans les caves de la grande maison quand les invités de marque venaient rendre visite aux Hartwell. Il savait pourquoi Évangeline portait des manches longues, même par les plus chaudes journées d'été, et pourquoi le jeune Thomas se réveillait en hurlant certaines nuits,
L'automne 1823 apportait avec lui des changements inquiétants. Des rumeurs circulaient dans tout l'État sur de possibles révoltes d'esclaves, alimentées par l'écho lointain de l'insurrection de Nat Turner, qui avait secoué le comté de Southampton 2 ans plus tôt. La nervosité gagnait les planteurs, qui renforçaient leurs mesures de sécurité et durcissaient leur surveillance. À Riverside, cette tension se traduisait par une cruauté accrue de la part des maîtres, comme s'ils cherchaient à prévenir toute velléité de rébellion par une démonstration de force brutale. C'est dans ce contexte explosif qu'allait se jouer le drame qui transformerait Isaac Delacroix en légende noire de la Virginie. La première disparition eut lieu par une nuit pluvieuse de septembre. Silas, un esclave de 28 ans réputé pour sa force et son caractère indomptable, ne regagna jamais sa case après le travail au champ. Au matin, Cornelius Hartwell annonça froidement que Silas avait tenté de s'enfuir et qu'il avait été rattrapé par les chiens de chasse avant d'être vendu à un marchand itinérant. Mais Isaac avait vu Silas être emmené vers les caves de la grande maison par Nathaniel et 2 surveillants armés. Il avait entendu les cris étouffés qui s'étaient élevés des profondeurs de la demeure jusqu'aux premières heures de l'aube, et il avait remarqué les taches sombres sur les vêtements de Nathaniel le lendemain matin, malgré ses efforts évidents pour les dissimuler. La deuxième disparition survint 3 semaines plus tard. Cette fois, ce fut au tour de Rebecca, une jeune femme de 19 ans dont la beauté avait attiré l'attention de Margaret Hartwell. Rebecca était enceinte de 6 mois d'un père inconnu, ou plutôt d'un père que personne n'osait nommer. Son ventre rond commençait à gêner son travail aux cuisines, et Margaret avait été entendue se plaindre de « cette souillure qui déshonore notre maison ». Rebecca disparut un matin brumeux d'octobre, officiellement vendue à une plantation de Georgie selon Cornelius. Mais Isaac avait observé Margaret diriger personnellement Rebecca vers les écuries, accompagnée du docteur Pemberton, un homme à la réputation douteuse qui rendait de mystérieuses visites nocturnes à Riverside. Cette nuit-là, Isaac avait risqué sa vie en se glissant près des écuries. Ce qu'il avait entendu et vu par une fente du mur de planches l'avait marqué à jamais. Les cris de Rebecca, d'abord suppliants puis désespérés, s'étaient mués en gémissements d'agonie avant de s'éteindre définitivement. Au petit matin, seul le docteur Pemberton était reparti, emportant avec lui un sac de toile tachée qui gigotait faiblement. Isaac commença alors à comprendre l'horrible vérité sur Riverside. La plantation n'était pas seulement un domaine agricole, mais le théâtre d'expérimentations secrètes mené par une famille de sadiques cultivés. Le docteur Pemberton, formé dans les universités européennes, mais radié de l'ordre des médecins pour ses méthodes controversées, avait trouvé chez les Hartwell des complices et un terrain d'expérimentation illimité. Les esclaves qui disparaissaient ne s'enfuyaient pas et n'étaient pas vendus. Ils servaient de cobayes humains pour des expériences que la science officielle aurait condamnées avec horreur. Dissection sur le vif, tests de résistance à la douleur, tentatives de croisement entre races, études sur la transmission de certaines maladies, tout était prétexte à satisfaire la curiosité morbide des Hartwell et les ambitions scientifiques déviantes du docteur Pemberton. Isaac découvrit l'existence d'un carnet tenu par Margaret, où elle consignait méticuleusement les observations réalisées sur les cobayes humains. Ce journal, écrit de sa main soignée, détaillait avec une froideur clinique des actes d'une barbarie innommable. Elle y décrivait les réactions de ses victimes avec la même précision qu'un naturaliste étudiant des insectes, notant leurs supplications, leurs convulsions, leur dernier souffle comme autant de données scientifiques. Mais le plus troublant restait l'implication du jeune Thomas dans ses activités. Contrairement à ses aînés qui semblaient y prendre un plaisir sadique, Thomas paraissait subir ces séances comme un calvaire personnel. Isaac l'avait plusieurs fois surpris en train de vomir après avoir assisté aux expériences de sa famille, les yeux rougis de larmes qu'il s'efforçait de retenir. Cette découverte progressive de l'horreur qui se cachait derrière la respectabilité des Hartwell transforma Isaac. L'homme obéissant et effacé commença à se muer en quelque chose de plus sombre, de plus dangereux.
Ces nuits se peuplaient de cauchemars où les visages de Silas et Rebecca le suppliaient de venger leurs morts atroces. Ces journées étaient rythmées par une colère froide qui grandissait comme un cancer dans son âme. Isaac se mit à observer encore plus attentivement les allées et venues de ses maîtres. Il mémorisa leurs habitudes, leurs faiblesses, leurs peurs. Il nota que Cornelius buvait chaque soir un verre de whisky avant de se coucher, que Évangeline prenait des gouttes de laudanum pour dormir, que Nathaniel se rendait régulièrement au bordel de Richmond le samedi soir, que Margaret tenait ses expériences secrètes dans un carnet caché derrière une brique descellée de sa chambre. Il comprit aussi que d'autres esclaves commençaient à soupçonner la vérité sur les disparitions. Des murmures circulaient dans les cases, des regards inquiets se posaient sur ceux qui étaient convoqués à la grande maison. Une révolte couvait, mais Isaac savait qu'elle serait massacrée avant même d'avoir commencé. Les Hartwell étaient trop puissants, trop bien protégés, trop cruels pour se laisser surprendre par un soulèvement classique. Non, il fallait frapper autrement, plus intelligemment, plus définitivement. Et Isaac, qui connaissait si bien l'art de la boucherie, commença à concevoir un plan d'une précision chirurgicale. L'hiver 1823 s'installa précocement sur la vallée de la James River, transformant Riverside en un domaine fantomatique où les arbres dénudés griffaient un ciel plombé. La neige recouvrait les champs de tabac d'un linceul blanc qui semblait vouloir effacer les péchés de la terre, mais rien ne pouvait purifier l'atmosphère empoisonnée qui régnait dans la plantation. Isaac avait passé les longs mois d'hiver à parfaire son plan. Chaque geste, chaque timing, chaque détail avait été calculé avec la précision d'un horloger suisse. Il avait étudié les moindres habitudes de la famille Hartwell, mémorisé la disposition exacte de chaque pièce de la grande maison, identifié tous les passages secrets que même les maîtres ignoraient, car Isaac, ayant grandi dans l'ombre de ses murs, connaissait Riverside mieux que quiconque. Durant cette période de préparation, 3 autres esclaves disparurent. D'abord Moses, un forgeron de 40 ans, dont la force était légendaire, mais qui commençait à poser trop de questions sur le sort de ses compagnons. Puis Sarah, une cuisinière de 35 ans, qui avait eu l'imprudence de faire remarquer à Évangeline qu'elle avait entendu des cris étranges venant des caves. Enfin, le petit Jeremiah, un enfant de 12 ans dont le seul crime avait été de ressembler trop à Cornelius pour que ce dernier supporte sa vue. Chaque disparition renforçait la détermination d'Isaac, mais aussi sa compréhension de l'ampleur de l'horreur qui se tramait à Riverside. Car il avait découvert l'existence d'un réseau plus vaste que la simple plantation familiale. Le docteur Pemberton n'était pas le seul scientifique à profiter de l'hospitalité des Hartwell. D'autres hommes en redingote noire venaient régulièrement de Richmond, de Charleston, parfois même de New York, attirés par la promesse d'expérimentations impossibles ailleurs. Ces visiteurs formaient une société secrète que Margaret avait baptisée le Cercle de Prométhée dans son carnet. Ils se réunissaient une fois par mois dans les caves aménagées de Riverside, où ils pratiquaient leurs expériences sur les esclaves avec l'enthousiasme de savants découvrant un nouveau continent. Leurs travaux portaient sur la résistance humaine à la douleur, les limites de la survie, les mécanismes de la terreur, et d'autres sujets qui auraient fait frémir les plus endurcis des bourreaux. Isaac avait réussi à identifier plusieurs membres de ce cercle maudit. Il y avait le professeur Aldrich, un anatomiste de l'Université de Virginie, officiellement respecté pour ses contributions à la science médicale. Le juge Whitfield, un magistrat influent de Richmond, dont les sentences de mort étaient réputées pour leur sévérité particulière. Le révérend Blackthorne, un prédicateur méthodiste dont les sermons enflammés sur les châtiments divins cachaient une fascination morbide pour la souffrance humaine. Et d'autres encore, tous unis par une même perversion déguisée en curiosité intellectuelle. Ce qui troublait le plus Isaac, c'était la méticulosité avec laquelle ces hommes documentaient leurs crimes. Chaque séance était consignée dans des registres détaillés, chaque réaction notée avec une précision scientifique, chaque mort analysée comme une donnée expérimentale. Ils se considéraient comme des pionniers de la connaissance humaine,
des explorateurs des territoires interdits de l'âme et du corps. Mais leur hybris allait causer leur perte. Car dans leur arrogance, ils avaient sous-estimé Isaac. Pour eux, il n'était qu'un esclave particulièrement doué, un outil utile, mais néanmoins un sous-homme incapable de les comprendre vraiment. Ils parlaient librement devant lui, convaincus qu'il était trop ignorant pour saisir la portée de leur discussion. Ils ne savaient pas qu'Isaac maîtrisait non seulement leur langue, mais aussi leur façon de penser. Au fil des mois, Isaac avait constitué un dossier mental exhaustif sur chacun des membres de la famille Hartwell et de leurs complices. Il connaissait leurs horaires, leurs manies, leurs phobies secrètes. Il savait que Cornelius souffrait d'une peur panique des espaces clos, vestige d'un accident d'enfance où il était resté enfermé dans un caveau familial. Il savait qu'Évangeline cachait des cicatrices de brûlures sous ses robes à manches longues, souvenir des premières expériences de Margaret sur sa propre mère. Il savait que Nathaniel était rongé par une maladie vénérienne contractée lors de ses débauches, et que cette affliction le rendait de plus en plus instable mentalement. Quant à Margaret, Isaac avait percé le secret de sa cruauté exceptionnelle. Dans son carnet, elle avait consigné ses propres souvenirs d'enfance, révélant qu'elle avait été elle-même victime des expériences de son père et du docteur Pemberton quand elle était petite. Ces traumatismes l'avaient transformée en un monstre qui perpétuait le cycle de violence, incapable de concevoir d'autres relations humaines que celles basées sur la domination et la souffrance. Le jeune Thomas restait l'énigme la plus complexe. Contrairement à sa sœur, il avait échappé aux pires sévices familiaux grâce à sa position de benjamin et de futur héritier mâle. Mais cette relative protection l'avait rendu témoin impuissant des horreurs commises sous son toit, créant chez lui un sentiment de culpabilité et de révolte qu'il n'osait exprimer. Isaac avait surpris Thomas en train de prier secrètement pour les âmes des victimes de sa famille et de vomir régulièrement après avoir assisté aux séances d'expérimentation. Cette psychologie familiale complexe alimentait la stratégie d'Isaac. Il ne voulait pas simplement tuer les Hartwell, il voulait les détruire de l'intérieur, exploiter leurs failles psychologiques pour transformer leurs derniers moments en un calvaire digne des tortures qu'ils avaient infligées à leurs victimes. Son plan ne se limitait pas à la vengeance physique, mais embrassait une dimension psychologique d'une sophistication terrifiante. Car Isaac avait compris une chose fondamentale. Les Hartwell étaient forts collectivement, mais individuellement fragiles. Leur pouvoir reposait sur la complicité mutuelle et le secret partagé. En brisant ces liens, en les isolant les uns des autres, en révélant leurs crimes au grand jour, il pouvait les détruire plus efficacement qu'avec n'importe quelle arme. Le printemps 1824 approchait, et avec lui la date que Isaac avait choisie pour son action. Le 15 avril, jour anniversaire de la mort de sa mère, serait celui de sa vengeance, une symbolique que les Hartwell, dans leur arrogance, étaient incapables de soupçonner. Tout était prêt. Il ne restait plus qu'à attendre le moment propice. Le mois de mars 1824 apporta à Riverside une agitation inhabituelle. Le cercle de Prométhée préparait ce qu'ils appelaient leur grand œuvre, une expérimentation d'une ampleur inédite qui devait avoir lieu lors de leur réunion d'avril. Les membres du cercle affluaient de plus en plus fréquemment à la plantation, apportant avec eux du matériel médical sophistiqué et des documents secrets qui étaient immédiatement enfermés dans le coffre-fort personnel de Cornelius. Isaac observait ces préparatifs avec un intérêt redoublé. Il avait réussi à surprendre quelques bribes de conversation entre Margaret et le docteur Pemberton, suffisantes pour comprendre que leur prochaine expérience viserait à tester les limites de la résistance humaine en soumettant simultanément plusieurs sujets à différentes formes de torture. L'objectif était de déterminer quelle méthode provoquait la mort la plus lente, permettant ainsi de maximiser la souffrance avant le trépas final. Pour cette expérience macabre, ils avaient sélectionné 5 esclaves, 3 hommes et 2 femmes, tous choisis pour leur constitution robuste qui promettait une longue agonie. Parmi eux se trouvait Ezra, un homme de 32 ans, père de 4 enfants, et Lydia, une femme de 25 ans, enceinte de son premier enfant. Isaac connaissait intimement ces personnes,
avaient partagé leur joie et leur peine, les avaient vus grandir ou vieillir dans l'ombre de Riverside. Cette sélection marqua le point de non-retour pour Isaac. Il ne pouvait plus attendre, plus tergiverser. Le grand œuvre des Hartwell serait leur dernière abomination. Mais Isaac n'était pas le seul à avoir remarqué l'agitation croissante de la plantation. D'autres esclaves, menés par un homme nommé Caleb, commençaient à organiser une résistance. Caleb était un prédicateur baptiste clandestin qui maintenait vivante la foi chrétienne parmi les esclaves de Riverside. Homme de 45 ans à la stature imposante et au charisme naturel, il était devenu le leader spirituel officieux de la communauté servile. Caleb prêchait la résignation et l'attente de la justice divine, mais les disparitions récentes avaient ébranlé sa foi en la providence. Il commençait à murmurer que peut-être Dieu attendait d'eux qu'ils se fassent les instruments de sa colère. Ses sermons secrets, tenus dans les bois derrière les cases, prenaient une tonalité de plus en plus belliqueuse. Isaac se trouvait face à un dilemme complexe. D'un côté, la révolte que préparait Caleb était vouée à l'échec et ne ferait que provoquer un massacre général des esclaves. De l'autre, son propre plan risquait d'être compromis si les Hartwell prenaient des mesures préventives suite aux rumeurs de rébellion qui circulaient. Il décida de jouer sur plusieurs tableaux simultanément. Tout en continuant ses préparatifs personnels, il entretint soigneusement l'illusion de participer aux discussions de Caleb, tout en distillant des informations destinées à retarder leur action jusqu'après le 15 avril. Il fallait que les deux plans ne se télescopent pas, sous peine de voir ces années de préparation réduites à néant. Cette période fut aussi marquée par un changement troublant dans le comportement de Thomas Hartwell. Le jeune homme, habituellement discret et effacé, commençait à manifester une agitation croissante. Isaac l'avait surpris plusieurs fois en train d'errer dans la propriété tard le soir, apparemment en proie à une angoisse profonde. Une nuit, il l'avait même trouvé agenouillé dans les ruines d'une ancienne chapelle, semblant prier avec une ferveur désespérée. Ces observations amenèrent Isaac à reconsidérer sa stratégie concernant Thomas. Contrairement au reste de sa famille, le jeune homme pourrait peut-être être épargné s'il démontrait une réelle contrition pour les crimes commis sous son toit. Isaac décida de tester cette hypothèse en laissant des indices discrets de sa connaissance des activités secrètes des Hartwell pour voir comment Thomas réagirait. La réaction ne se fit pas attendre. Quelques jours après qu'Isaac eut délibérément laissé traîner une page déchirée du carnet de Margaret à un endroit où Thomas ne pourrait manquer de la trouver, le jeune homme vint le trouver dans les écuries. Ce qui se passa alors marqua un tournant décisif dans les événements qui allaient en suivre. « Isaac !» murmura Thomas d'une voix tremblante, regardant nerveusement autour de lui pour s'assurer qu'ils étaient seuls. « Je sais que tu sais, et je sais aussi que tu ne peux rien faire pour les arrêter. » Isaac continua de seller le cheval qu'il préparait, feignant l'ignorance tout en évaluant soigneusement la situation. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, maître Thomas, » répondit-il avec la déférence habituelle des esclaves. Thomas s'approcha encore, ses mains tremblant visiblement. Ils vont recommencer, dans 2 semaines, et cette fois, ils ont prévu quelque chose de pire que tout ce qu'ils ont fait avant. Isaac leva enfin les yeux, croisant le regard hanté du jeune homme. Dans ses yeux, il ne vit pas la cruauté froide des autres Hartwell, mais une détresse profonde et une culpabilité qui rongeait l'âme. « Pourquoi me dites-vous cela, maître Thomas ?» demanda Isaac, toujours prudent. « Parce que je ne peux plus supporter de regarder sans rien faire, » chuchota Thomas. « Parce que je sais que si je ne fais rien, je deviens aussi coupable qu'eux. Et parce que... » Il hésita, puis reprit dans un souffle. « Parce que je pense que tu es le seul ici qui soit assez intelligent et assez courageux pour les arrêter. » Cette conversation changea tout. Isaac comprit qu'il avait trouvé non seulement un allié potentiel au sein même de la famille Hartwell, mais aussi un moyen d'obtenir des informations cruciales sur les derniers préparatifs du grand œuvre. Thomas pourrait lui fournir des détails sur le timing exact, la disposition des lieux, les mesures de sécurité prévues. Mais cette alliance inattendue apportait aussi son lot de complications.
Si Thomas découvrait la nature exacte du plan d'Isaac, s'il réalisait que la solution envisagée impliquait le massacre de sa propre famille, accepterait-il de continuer à collaborer? Et surtout, cette collaboration ne risquait-elle pas d'éveiller les soupçons des autres Hartwell? Isaac décida de procéder avec une extrême prudence. Il accepta l'aide de Thomas, tout en gardant secret l'aspect le plus radical de son plan. Pour le jeune homme, il s'agissait simplement d'empêcher la tenue du grand œuvre et de dénoncer les crimes du cercle de Prométhée aux autorités compétentes. Isaac ne mentionnait pas que, selon lui, il n'existait aucune autorité assez puissante ou assez courageuse pour s'attaquer aux Hartwell et à leurs complices influents. Les jours qui suivirent furent marqués par une collaboration secrète entre l'esclave et le fils de ses maîtres. Thomas fournissait des informations sur les projets familiaux, les allées et venues des invités, les horaires des réunions secrètes. En échange, Isaac lui donnait l'impression qu'ils travaillaient ensemble à un plan de dénonciation qui épargnerait la famille tout en exposant leurs crimes. Cette période de double jeu permit à Isaac d'affiner considérablement son plan. Il apprit que le grand œuvre aurait lieu le 20 avril, soit 5 jours après la date qu'il avait initialement choisie pour son action. Il découvrit aussi que tous les membres du cercle de Prométhée seraient présents cette nuit-là, offrant une opportunité unique de les éliminer tous simultanément. Mais le plus important fut la révélation par Thomas de l'existence d'un tunnel secret reliant la grande maison aux caves expérimentales, construit par le grand-père de Cornelius pour faciliter le transport discret des sujets d'étude. Ce tunnel, dont l'existence était un secret jalousement gardé par la famille, offrait à Isaac un accès direct au cœur du dispositif des Hartwell sans avoir à passer par les entrées surveillées. Tout se mettait en place pour le dénouement final. Isaac sentait que le moment de vérité approchait, et avec lui la possibilité de venger enfin tous ceux qui avaient péri dans les caves maudites de Riverside. Les premiers jours d'avril 1824 transformèrent Riverside en une ruche d'activité fébrile. Les membres du cercle de Prométhée arrivaient quotidiennement, apportant avec eux un matériel de plus en plus sophistiqué et inquiétant. Isaac observait le déchargement de caisses contenant des instruments chirurgicaux, des appareils de contention, des fioles de substances chimiques diverses, et d'autres équipements dont l'usage ne pouvait qu'être sinistre. L'atmosphère de la plantation devenait électrique. Les esclaves sentaient instinctivement qu'un événement majeur se préparait, sans pouvoir en deviner la nature exacte. Les surveillants se faisaient plus nerveux, plus prompts à distribuer châtiments et corrections. Même les animaux semblaient affectés par cette tension, les chevaux hennissant sans raison et les chiens refusant de s'approcher de certaines zones de la propriété. Isaac utilisait cette période pour effectuer ses derniers préparatifs. Il avait dissimulé ses outils dans divers endroits stratégiques de la plantation. Des couteaux de boucherie aiguisés comme des rasoirs cachés dans les écuries, des cordes solides enfouies près de la grande maison, des fioles d'huile de lampe entreposées dans les caves. Chaque élément de son arsenal était positionné de manière à être accessible rapidement le moment venu, mais suffisamment dissimulé pour ne pas éveiller les soupçons. Le comportement de Thomas évoluait de jour en jour. Le jeune homme était de plus en plus agité, sursautant au moindre bruit, évitant le regard de ses parents. Isaac remarqua qu'il avait commencé à porter sur lui un petit crucifix en argent, qu'il serrait compulsivement dans sa main gauche quand l'angoisse le prenait. Cette dévotion nouvelle contrastait violemment avec l'athéisme affiché de sa famille, qui considérait la religion comme une superstition populaire indigne de leur intelligence supérieure. Le 10e avril, Thomas apporta à Isaac une information qui bouleversa tous ses calculs. Le grand œuvre avait été avancé au 15 avril, exactement la date qu'Isaac avait initialement choisie pour sa vengeance. Cette coïncidence troublante semblait porter la marque du destin, comme si les forces invisibles qui gouvernent le monde conspiraient pour que justice soit rendue. « Ils ont changé la date », chuchota Thomas lors de leur rencontre secrète dans les ruines de l'ancienne chapelle. Le professeur Aldrich doit repartir plus tôt que prévu à cause d'obligations universitaires. Père a décidé d'avancer l'expérience pour s'assurer que tous les membres du cercle soient présents.
Isaac accueillit cette nouvelle avec un calme apparent, mais intérieurement, il jubilait. Tous les éléments se mettaient en place avec une perfection qui dépassait ses espérances les plus folles. Non seulement il pourrait venger ses compagnons morts à la date anniversaire de sa mère, mais il aurait aussi l'opportunité d'éliminer d'un coup tous les membres du cercle de Prométhée. « Combien seront-ils exactement » demanda-t-il à Thomas. « 12 membres du cercle, plus ma famille. 16 personnes au total dans les caves cette nuit-là, » répondit le jeune homme en frissonnant. « Isaac, tu es sûr que ton plan fonctionnera, que les autorités accepteront d'intervenir ?» Isaac posa une main rassurante sur l'épaule de Thomas, tout en dissimulant soigneusement ses véritables intentions. « Fais-moi confiance, maître Thomas, justice sera rendue. » Mais cette conversation révéla aussi un détail inquiétant. Thomas mentionna que son père avait renforcé la sécurité pour la nuit du 15 avril. 2 surveillants armés seraient postés à l'entrée principale des caves, et Cornelius lui-même porterait un pistolet à sa ceinture. Les membres du cercle avaient été prévenus d'apporter leurs propres armes, transformant la réunion en véritable camp retranché. Cette information obligea Isaac à réviser son plan. L'approche directe devenait impossible face à autant d'hommes armés et méfiants. Il fallait trouver un moyen de les neutraliser un par un en exploitant l'élément de surprise et leur sentiment de sécurité dans leurs propres repères. C'est alors qu'Isaac eut une inspiration diabolique. Et si, au lieu de s'introduire de force dans les caves, il faisait en sorte que les membres du cercle viennent à lui? Et si leur propre arrogance et leur soif d'expérimentation devenaient les instruments de leur perte? Le plan qui germa dans l'esprit d'Isaac était d'une audace folle, mais il collait parfaitement à la psychologie de ses ennemis. Il allait leur offrir le plus fascinant des sujets d'étude, lui-même. Les jours suivants, Isaac commença à mettre en œuvre cette stratégie révolutionnaire. Il modifia subtilement son comportement, affichant des signes de détresse psychologique qui ne pouvaient manquer d'attirer l'attention des Hartwell. Il se mit à marmonner seul, à sursauter sans raison, à fixer le vide pendant de longs moments. Comportement suffisamment discret pour ne pas éveiller la méfiance, mais assez marqué pour intriguer des esprits scientifiques en quête permanente de nouveaux phénomènes à étudier. L'effet ne se fit pas attendre. Margaret fut la première à remarquer ces changements. Isaac l'entendit discuter avec le docteur Pemberton de ce qu'elle appelait la dégradation mentale fascinante d'Isaac. Elle émit l'hypothèse que le stress causé par les disparitions récentes de ses compagnons provoquait chez l'esclave une forme de folie particulièrement intéressante à observer. Le docteur Pemberton mordit immédiatement à l'hameçon. Un esclave intelligent sombrant dans la démence représentait pour lui un cas d'étude exceptionnel, d'autant plus précieux qu'Isaac maîtrisait le français et pourrait décrire ses propres symptômes avec une précision rare. Il proposa à Margaret d'inclure Isaac dans les observations du grand œuvre, non pas comme simple cobaye, mais comme sujet d'étude privilégié. Cette suggestion fut accueillie avec enthousiasme par les autres membres de la famille. Cornelius y vit l'opportunité de se débarrasser d'un esclave qui en savait peut-être trop sur leurs activités. Nathaniel était curieux de voir comment son ancien compagnon d'études réagirait sous la torture. Seul Thomas manifesta une réticence discrète, mais sa voix ne portait guère face à l'enthousiasme général. Le 13 avril, Isaac fut officiellement sélectionné comme 6e sujet du grand œuvre. On lui annonça qu'il aurait l'honneur de participer à une expérience scientifique majeure et qu'il devrait se présenter aux caves le 15 au soir. Pour maintenir l'illusion de sa dégradation mentale, Isaac accueillit cette nouvelle avec un mélange de confusion et de résignation apparente, tout en jubilant intérieurement. Tout se déroulait exactement comme il l'avait prévu. Dans 48 heures, il se trouverait au cœur même du repère des Hartwell, non pas comme un intrus vulnérable, mais comme un invité attendu. Une position qui lui donnerait accès à tous ses ennemis simultanément, dans un environnement qu'il connaissait parfaitement grâce aux descriptions de Thomas. Mais Isaac n'était pas le seul à finaliser ses préparatifs.
Caleb et ses partisans avaient eux aussi fixé leur révolte au 15 avril, ignorant totalement que cette date coïnciderait avec le grand œuvre. Le prédicateur clandestin avait réussi à convaincre une vingtaine d'esclaves de le suivre dans ce qu'il présentait comme une mission divine de libération. Cette convergence temporelle créait une situation explosive que personne ne maîtrisait complètement. Isaac réalisa qu'il devrait non seulement exécuter son propre plan, mais aussi gérer les conséquences imprévisibles de la révolte de Caleb. Si celle-ci éclatait au mauvais moment, elle pourrait compromettre tout son travail de préparation. Il décida de prendre une mesure drastique. Le 14 avril au soir, Isaac rendit visite à Caleb dans sa case et lui révéla une partie de la vérité sur les activités des Hartwell. Il lui expliqua que le lendemain soir, tous les responsables des disparitions seraient réunis dans les caves, offrant une opportunité unique de les neutraliser définitivement. Mais pour cela, ajouta Isaac avec gravité, il faut attendre le bon moment. Si nous agissons trop tôt, ils s'échapperont et se vengeront sur tous les esclaves de la plantation. Si nous attendons qu'ils soient tous ensemble, nous pourrons les prendre au piège. Caleb, impressionné par la précision des informations d'Isaac et séduit par la perspective d'une vengeance ciblée plutôt que d'une rébellion suicidaire, accepta de reporter son action. Ils convinrent qu'Isaac donnerait un signal, 3 coups de corne de brume, quand le moment serait venu pour Caleb et ses hommes d'intervenir. Cette alliance de dernière minute entre les deux leaders de la résistance servile scellait le destin des Hartwell. Ils ne le savaient pas encore, mais leur grande œuvre allait devenir leur propre requiem. Le 14 avril s'acheva dans une atmosphère de tension extrême. Dans la grande maison, les derniers préparatifs s'achevaient dans une effervescence malsaine. Les membres du cercle de Prométhée arrivaient un à un, apportant leurs instruments de torture et leurs carnets d'observation. Dans les caves, les dispositifs expérimentaux étaient mis en place avec un soin méticuleux. Et dans sa case, Isaac passait sa dernière nuit en tant qu'esclave. Demain, il deviendrait autre chose, un instrument de justice, un ange vengeur, un boucher humain dont le nom terroriserait les oppresseurs pendant des générations. Demain commencerait le règne de terreur d'Isaac le boucher. Le 15 avril 1824 se leva dans une brume matinale qui semblait vouloir dissimuler les crimes sur le point de se commettre. Isaac s'éveilla avant l'aube, l'esprit parfaitement clair et le cœur empli d'une détermination glaciale. Aujourd'hui marquerait la fin du calvaire de Riverside, quoi qu'il lui en coûte personnellement. La journée s'écoula avec une lenteur insoutenable. Isaac vaquait à ses occupations habituelles, tout en observant discrètement les allées et venues dans la grande maison. Les derniers membres du cercle de Prométhée arrivaient par petits groupes, leurs voitures noires remontant l'allée de chêne comme un cortège funèbre. Il compta 16 hommes au total, tous vêtus de redingotes sombres et portant des mallettes de cuir qui contenaient sans doute leurs instruments de torture préférés. Vers 15 heures, Thomas vint le trouver une dernière fois. Le jeune homme était livide, ses mains tremblaient violemment, et Isaac remarqua qu'il avait les lèvres gercées d'avoir trop mordu dedans. « Isaac, je n'arrive pas à croire que nous allons vraiment le faire, » murmura-t-il en regardant nerveusement vers la grande maison. « Et si nous échouons? Et si Père découvre que je t'aide ?» Isaac posa une main ferme sur l'épaule du jeune homme. « N'ayez pas peur, maître Thomas, tout se passera bien. Vous avez fait ce qu'il fallait. Mais comment les autorités pourront-elles intervenir si rapidement? Comment sauront-elles où chercher les preuves? Faites-moi confiance, » répéta Isaac avec un sourire qui ne révélait rien de ses véritables intentions. « Justice sera rendue cette nuit. Votre famille ne pourra plus jamais faire de mal à personne. » Thomas repartit sans paraître totalement rassuré. Mais Isaac savait qu'il était trop tard pour que le jeune homme change d'avis. Les événements avaient pris une dynamique propre qui les emportait tous vers un dénouement inéluctable. Au coucher du soleil, Isaac effectua ses derniers préparatifs. Il récupéra ses couteaux cachés dans les écuries, vérifia que ses cordes étaient bien dissimulées près des caves, s'assura que ses fioles d'huile étaient prêtes. Puis, il retourna à sa case pour se préparer mentalement
à ce qui l'attendait. À 21 heures précises, 2 surveillants vinrent le chercher. Ils l'escortèrent vers l'entrée des caves, située dans une annexe discrète de la grande maison. Isaac nota que les hommes étaient armés, mais détendus, ne le considérant visiblement pas comme une menace. Cette négligence allait leur coûter cher. L'entrée des caves se trouvait derrière une lourde porte de chêne renforcée de ferrures. Un escalier de pierre descendait dans les entrailles de la terre, éclairé par des torches qui projetaient des ombres dansantes sur les murs suintants d'humidité. L'odeur qui montait des profondeurs était un mélange écœurant de moisis, de sang séché et d'autres substances qu'Isaac préférait ne pas identifier. Les caves de Riverside avaient été aménagées en véritable laboratoire de torture par les soins du cercle de Prométhée. Plusieurs salles s'ouvraient de part et d'autre d'un couloir central, chacune équipée d'appareils de contention et d'instruments chirurgicaux. La salle principale, au fond du couloir, avait été transformée en amphithéâtre où les membres du cercle pouvaient observer confortablement les expériences en cours. Quand Isaac pénétra dans cette salle principale, il découvrit un spectacle qui dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Les 12 membres du cercle de Prométhée étaient installés sur des gradins disposés en demi-cercle, tous vêtus de tabliers de cuir comme des bouchers. Au centre de la pièce, 5 tables d'opération attendaient leurs victimes, entourées d'instruments de torture disposés avec un soin maniaque. Cornelius Hartwell présidait cette assemblée démoniaque, vêtue d'une redingote noire ornée de galons dorés qui lui donnait l'allure d'un général préparant une bataille. À sa droite se tenait Margaret, radieuse d'excitation malsaine, ses yeux brillants d'une lueur féroce. Nathaniel était posté près des instruments de torture, caressant distraitement la lame d'un scalpel. Seul Thomas se tenait en retrait, adossé à un mur, le visage détourné de la scène. « Ah, Isaac !» s'exclama Cornelius d'une voix théâtrale. « Notre sujet d'étude privilégié. Messieurs, permettez-moi de vous présenter l'un des spécimens les plus fascinants de notre collection. Un esclave éduqué qui sombre dans la folie, un cas d'étude exceptionnel. » Des murmures d'approbation parcoururent l'assemblée. Isaac observait chaque visage, mémorisant chaque détail, chaque expression de sadisme anticipé. Bientôt, ses sourires cruels se transformeraient en grimaces de terreur. Le docteur Pemberton se leva de son siège pour examiner Isaac de plus près. « Remarquable !» murmura-t-il en tournant autour de lui comme un vautour. La dégradation mentale semble progresser rapidement. Voyez comme son regard a perdu de sa vivacité et ses tremblements nerveux, parfaits pour nos observations. Isaac jouait parfaitement son rôle, laissant ses mains trembler légèrement tout en gardant les yeux baissés en signe de soumission. Mais derrière cette façade d'esclave brisée, son esprit analysait froidement la situation. Il compta les armes visibles, 3 pistolets et plusieurs couteaux, et repéra les issues possibles. Le tunnel secret que lui avait décrit Thomas s'ouvrait derrière une tapisserie dans le mur nord, à moins de 10 pas de sa position actuelle. « Bien », déclara Cornelius en frappant dans ses mains. « Commençons par les sujets ordinaires. Isaac attendra son tour. Nous avons prévu quelque chose de spécial pour lui. » Les 4 autres esclaves sélectionnés furent amenés dans la salle. Isaac reconnut Ezra, Lydia, Joshua et Ruth, des personnes qu'il côtoyait depuis des années, qui lui avaient fait confiance, qui comptaient sur lui. Voir leur terreur et leur incompréhension face à ce qui les attendait renforça sa résolution. Les membres du cercle de Prométhée se répartirent autour des tables d'opération comme des connaisseurs se préparant à déguster un mets rare. Chacun avait ses préférences en matière de torture, ses théories personnelles sur la résistance humaine, ses hypothèses à vérifier sur le corps de victimes innocentes. Le professeur Aldrich s'intéressa à Ezra, qu'il voulait utiliser pour tester la durée de survie après l'ablation progressive de certains organes non vitaux. Le juge Whitfield choisit Lydia, fasciné par l'idée d'observer les réactions d'une femme enceinte soumise à des stimuli douloureux extrêmes. Le révérend Blackthorne se pencha sur Joshua, comptant analyser les invocations religieuses d'un mourant pour ses sermons futurs.
Margaret elle-même prit en charge Ruth, espérant documenter les différences de résistance entre hommes et femmes. Quand les premières lames transpercèrent la chair, quand les premiers cris de douleur résonnèrent dans la cave voûtée, Isaac sentit quelque chose se briser définitivement en lui. La partie de son âme, qui conservait encore une trace d'humanité, se calcina sous la rage pure qui l'envahit. Il n'était plus Isaac l'esclave obéissant. Il était devenu Isaac le boucher, et sa vengeance allait être à la hauteur des souffrances infligées à ses frères. Mais il fallait attendre le bon moment. Les tortionnaires étaient concentrés sur leurs victimes, mais ils restaient vigilants. Isaac devait attendre qu'ils soient complètement absorbés par leurs expériences pour passer à l'action. Ce moment arriva 1 heure plus tard, quand les cris des suppliciés atteignirent une intensité qui couvrait tous les autres bruits. Les membres du cercle étaient penchés sur leur table, fascinés par les convulsions de leurs victimes, notant méticuleusement chaque réaction dans leur carnet maudit. Isaac glissa silencieusement vers le mur nord et disparut derrière la tapisserie. Le tunnel secret était exactement où Thomas l'avait décrit. Une galerie étroite creusée dans la roche qui contournait la salle principale pour déboucher dans l'une des salles annexes. En quelques minutes, Isaac récupéra ses couteaux cachés et revint dans la salle par un autre passage. Ce qu'il vit à son retour acheva de le transformer en machine à tuer. Lydia était morte, son ventre ouvert révélant le petit corps ensanglanté de son enfant à naître. Ezra agonisait dans d'atroces souffrances, ses organes disposés méthodiquement sur une table annexe. Joshua et Ruth respiraient encore, mais leur corps mutilé témoignait des tortures indicibles qu'ils avaient subies. Isaac sortit son premier couteau, une lame de boucher longue comme un avant-bras, affûtée jusqu'à pouvoir trancher un cheveu. Il s'approcha silencieusement du révérend Blackthorn, qui tournait le dos à la salle pour noter ses observations. La lame s'enfonça entre les omoplates du prédicateur avec un bruit sourd. Blackthorn eut juste le temps d'émettre un gargouillis surpris avant de s'effondrer, son carnet taché de sang s'éparpillant sur le sol de pierre. Il fallut plusieurs secondes aux autres membres du cercle pour réaliser ce qui venait de se passer. Quand ils se retournèrent et virent Isaac debout au-dessus du cadavre, tenant sa lame dégoulinante, un silence de mort s'abattit sur la cave. « Isaac » balbutia Cornelius incrédule. « Qu'est-ce que tu fais » Isaac leva lentement les yeux vers son ancien maître. Dans son regard, Cornelius lut sa propre condamnation à mort. « Je rends justice » dit Isaac d'une voix parfaitement calme, « au nom de Silas, au nom de Rebecca, au nom de Moses, Sarah, Jeremiah et tous les autres que vous avez massacrés dans vos jeux d'aimants. » Le chaos explosa dans la cave. Certains membres du cercle se ruèrent vers leurs armes, d'autres tentèrent de fuir vers les sorties. Mais Isaac avait prévu chaque mouvement, anticipé chaque réaction. Il avait passé des mois à étudier la psychologie de ses ennemis et maintenant cette connaissance se transformait en avantage tactique mortel. Le professeur Aldrich fut le deuxième à mourir, sa gorge tranchée d'un geste précis alors qu'il tentait d'atteindre son pistolet. Le juge Whitfield trébucha sur les cordes qu'Isaac avait tendues près des issues et reçut une lame entre les côtes avant d'avoir pu se relever. Isaac se déplaçait comme un danseur mortel, chaque geste calculé pour infliger le maximum de dégâts avec le minimum d'efforts. Ces années d'apprentissage de la boucherie trouvaient leur application la plus terrible dans ce massacre méthodique d'êtres humains. Cornelius parvint à sortir son pistolet et tira. La balle effleura l'épaule d'Isaac, qui ne sembla même pas la sentir. Il continua son approche inexorable, un deuxième couteau apparaissant dans sa main gauche. « Tu n'es qu'un esclave » hurla Cornelius, tentant de recharger son arme. « Tu m'appartiens, je t'ordonne d'arrêter. » Isaac sourit, un sourire terrible qui glaça le sang du planteur. « Je ne suis plus votre esclave, maître Cornelius. Cette nuit, c'est vous qui m'appartenez. » La lame s'abattit avec une précision chirurgicale, sectionnant les tendons des poignets de Cornelius. Le pistolet tomba dans un cliquetis métallique et le maître de Riverside s'effondra en hurlant. Mais Isaac n'en avait pas fini avec lui. Oh non, Cornelius méritait un traitement spécial.
Il méritait de goûter à tous les raffinements de cruauté qu'il avait infligés à ses esclaves. Autour d'eux, le massacre continuait. Margaret tentait de s'enfuir par le tunnel, mais Isaac avait bloqué toutes les issues avec des débris et des cordes. Elle se retrouva piégée comme un rat face à l'homme qu'elle avait toujours considéré comme un bien mobilier. « Isaac, je t'en prie », supplia-t-elle, ses airs hautains envolés face à la mort qui approchait. « Je peux te donner ta liberté. De l'argent, tout ce que tu veux, ce que je veux, » répondit Isaac en s'approchant d'elle, « c'est que vous payez pour Rebecca. Vous vous souvenez de Rebecca, n'est-ce pas? Cette jeune femme enceinte que vous avez livrée au docteur Pemberton. » La terreur qui déforma le visage de Margaret fut la plus douce des musiques aux oreilles d'Isaac. Pour la première fois de sa vie, la cruelle héritière des Hartwell comprenait ce que ressentaient ses victimes. Nathaniel tenta une dernière charge désespérée, brandissant un scalpel comme une arme dérisoire. Isaac para l'attaque d'un geste négligent et répliqua par une entaille précise qui ouvrit l'artère fémorale du jeune homme. Nathaniel s'effondra dans une mare de sang grandissante, ses forces s'écoulant avec sa vie. En moins de 10 minutes, tous les membres du cercle de Prométhée gisaient, morts ou agonisant sur le sol de la cave. Seul survivait Cornelius, horriblement mutilé, mais encore conscient. Margaret prostrée dans un coin, et Thomas qui n'avait pas bougé de sa position contre le mur. Isaac se dirigea vers Thomas, ses lames encore fumantes du sang de la famille du jeune homme. Thomas ferma les yeux, serrant convulsivement son crucifix. « Maître Thomas », dit doucement Isaac. Le jeune homme ouvrit les yeux, s'attendant à voir la mort. Mais Isaac se contentait de le regarder, évaluant quelque chose dans son regard. « Vous saviez ce qui allait se passer ce soir, n'est-ce pas ?» demanda Isaac. Thomas hocha la tête, incapable de parler. « Et vous n'avez rien fait pour l'empêcher. Vous auriez pu avertir votre famille, appeler des renforts, mais vous ne l'avez pas fait. Je ne pouvais plus supporter de les voir. Faire ça, balbutia Thomas. Ils méritaient ce qui leur arrive. » Isaac étudia le jeune homme pendant de longues secondes. Dans ses yeux, il ne voyait pas la cruauté froide des autres Hartwell, mais une souffrance sincère et un dégoût profond pour les crimes de sa famille. « Vous vivrez, » déclara finalement Isaac, « mais vous porterez le poids de cette nuit jusqu'à votre dernier souffle. Vous témoignerez de ce qui s'est passé ici. Vous raconterez au monde entier les atrocités commises par votre famille. » Thomas s'effondra de soulagement, mais Isaac n'avait pas terminé. « Et si jamais vous tentez de venger votre famille, si jamais vous essayez de faire du mal à un seul esclave, je reviendrai, et cette fois, vous ne bénéficierez pas de ma clémence. » Isaac se détourna de Thomas pour s'occuper des derniers détails de sa vengeance. Cornelius respirait encore, malgré ses blessures. Isaac s'agenouilla à côté de lui. « Vous vous demandez sans doute comment un simple esclave a pu vous vaincre, » murmura-t-il à l'oreille du mourant. « La réponse est simple. Vous m'avez sous-estimé. Vous avez cru qu'en m'éduquant, vous feriez de moi un meilleur esclave. Mais vous avez créé votre propre bourreau. » Isaac sortit une fiole d'huile de sa poche et commença à en asperger les corps et les meubles de la cave. L'odeur âcre du combustible se mélangea aux effluves de sang et de mort. « Les flammes effaceront les preuves de vos crimes, » continua Isaac, « mais elles ne pourront jamais purifier vos âmes damnées. » Il alluma une torche et la jeta au centre de la pièce. Le feu prit immédiatement, se propageant avec une rapidité terrifiante dans l'atmosphère saturée d'huile. Isaac aida Thomas à se relever et le poussa vers la sortie. Derrière eux, les flammes dévoraient les corps des tortionnaires et détruisaient les instruments de leurs crimes. Margaret avait perdu connaissance et périrait dans l'incendie, payant enfin pour ses atrocités. Quand ils émergèrent des caves, Isaac porta la corne de brume à ses lèvres et souffla 3 fois. Le signal convenu résonna dans la nuit, appelant Caleb et ses partisans. Mais Isaac savait que sa propre histoire touchait à sa fin. Il avait accompli sa vengeance, mais il ne pourrait jamais échapper aux conséquences de ses actes. Un esclave qui avait tué sa famille de maître était un homme mort,
peu importe les circonstances. Il regarda Thomas s'éloigner en titubant vers la grande maison, porteur du terrible secret de cette nuit. Puis il attendit calmement que Caleb et ses hommes arrivent, prêts à affronter son destin avec la même détermination qui avait guidé sa vengeance. Isaac le boucher était né dans le sang et les flammes de Riverside. Sa légende venait de commencer. L'aube du 16 avril 1824 se leva sur un paysage transformé. La plantation Riverside n'existait plus que dans les mémoires et les cauchemars. Les flammes avaient dévoré les caves maudites, s'étendant ensuite à une partie de la grande maison avant que les esclaves menés par Caleb ne parviennent à les maîtriser. Dans les décombres fumants, les enquêteurs ne trouvèrent que des corps calcinés et des fragments d'instruments métalliques trop déformés pour être identifiés. Thomas Hartwell survécut à cette nuit d'horreur, mais l'homme qui émergea des flammes n'était plus le jeune homme incertain d'autrefois. Traumatisé par ce qu'il avait vu, il sombra dans une mélancolie profonde dont il ne se remettrait jamais complètement. Dans les jours qui suivirent, il tenta de raconter aux autorités les véritables activités de sa famille, mais ses récits furent accueillis avec scepticisme. Comment croire qu'une famille respectable de planteurs virginiens s'était livrée à des expérimentations humaines dignes de l'Inquisition? Comment admettre que des hommes éduqués, des piliers de la communauté, avaient transformé leur cave en laboratoire de torture? Les autorités locales préférèrent classer l'affaire comme un incendie accidentel, survenu lors d'une révolte d'esclaves. Une version des faits infiniment plus acceptable pour l'ordre social établi. Isaac, lui, avait disparu dans la nature. Certains témoins affirmèrent l'avoir vu s'enfuir vers les bois en compagnie de Caleb et d'autres esclaves révoltés, mais aucune trace concrète ne permettait de confirmer ces dires. Les chiens de chasse lancés à sa poursuite perdirent rapidement sa piste, comme s'il s'était évaporé dans la brume matinale. En réalité, Isaac avait mis à profit les mois de préparation pour organiser non seulement sa vengeance, mais aussi sa fuite. Il avait établi des contacts avec des membres du réseau clandestin qui aidaient les esclaves fugitifs à gagner les États du Nord. Des sympathisants Quakers et d'anciens esclaves affranchis formaient une chaîne secrète qui s'étendait jusqu'en Pennsylvanie, offrant refuge et protection à ceux qui fuyaient l'enfer sudiste. Mais contrairement aux fugitifs ordinaires, Isaac ne cherchait pas seulement la liberté. Il portait en lui le poids d'une mission plus vaste. Révéler au monde les atrocités commises dans les plantations du Sud, témoigner des crimes que l'aristocratie esclavagiste dissimulait derrière sa façade de respectabilité. Dans les mois qui suivirent la tragédie de Riverside, d'étranges rumeurs commencèrent à circuler dans toute la Virginie. On parlait d'un esclave mystérieux qui apparaissait la nuit dans les plantations les plus cruelles, semant la terreur parmi les maîtres sadiques. Certains planteurs furent retrouvés morts dans leur lit, découpés avec une précision chirurgicale qui rappelait les méthodes d'un boucher professionnel. D'autres disparurent purement et simplement, ne laissant derrière eux que des traces de sang et des messages cryptiques dénonçant leurs crimes. Ces incidents isolés alimentèrent une légende qui grandit de bouche à oreille dans la communauté servile. Isaac le boucher était devenu un mythe, un justicier fantomatique qui vengeait les opprimés et punissait les oppresseurs. Son nom était murmuré avec vénération dans les cases d'esclaves et prononcé avec terreur dans les salons des grandes demeures. Mais la réalité était plus complexe que la légende. Isaac avait effectivement survécu à sa fuite de Riverside, mais l'homme qui émergea de cette nuit sanglante n'était plus celui qui y était entré. La violence qu'il avait déployée, bien que justifiée par des années d'oppression et d'atrocité, avait laissé des cicatrices profondes dans son âme. Il découvrit qu'une fois franchi le seuil de la violence extrême, il devenait difficile de revenir en arrière. Isaac se retrouva prisonnier de sa propre réputation. Chaque plantation où il passait, chaque maître cruel dont il croisait la route, devenait une tentation de recommencer. La frontière entre justice et vengeance s'estompait progressivement, transformant le libérateur en quelque chose de plus sombre et de plus dangereux. Cette évolution troublante n'échappa pas aux membres du réseau clandestin qui l'aidaient.
Ils comprirent rapidement qu'Isaac représentait un danger non seulement pour les esclavagistes, mais aussi pour la cause abolitionniste elle-même. Ces méthodes brutales risquaient de discréditer le mouvement de libération et de fournir aux partisans de l'esclavage des arguments pour justifier une répression encore plus féroce. Un dilemme moral se posa alors aux abolitionnistes. Comment traiter un homme qui luttait pour la même cause qu'eux, mais par des moyens qu'ils ne pouvaient cautionner? Isaac était-il un héros de la liberté ou un criminel que sa soif de vengeance avait transformé en monstre? Cette question trouva sa réponse tragique lors de l'hiver 1825, dans une plantation de Caroline du Sud, où Isaac avait trouvé refuge temporaire. Le propriétaire, un certain colonel Bradshaw, était réputé pour sa cruauté exceptionnelle envers ses esclaves. Quand Isaac découvrit l'existence de fosses communes où Bradshaw enterrait les esclaves morts sous la torture, sa rage ancestrale se réveilla avec une intensité décuplée. Ce qui se passa cette nuit-là dans la plantation Bradshaw dépassa en horreur même le massacre de Riverside. Isaac ne se contenta pas de tuer le colonel et sa famille. Il orchestra un spectacle de terreur d'une cruauté raffinée, transformant leurs dernières heures en un calvaire qui égalait les pires tortures qu'ils avaient infligées à leurs victimes. Mais cette fois, Isaac alla trop loin. Dans sa furie, il s'attaqua également aux surveillants blancs, aux contremaîtres et même à certains esclaves qu'il jugeait trop complaisants envers leur maître. Le massacre fit 43 victimes et transforma la plantation en charnier fumant. Cet excès de violence alarma définitivement les abolitionnistes qui soutenaient Isaac. Ils comprirent que l'homme qu'ils avaient aidé était devenu incontrôlable, une force destructrice qui risquait de compromettre tous leurs efforts pour abolir l'esclavage par des voies légales. La décision fut prise lors d'une réunion secrète tenue à Philadelphie en février 1825. Isaac devait être arrêté, non par les autorités sudistes qui en feraient un martyr, mais par le réseau abolitionniste lui-même. Il serait interné dans un asile discret du Nord, où il pourrait être soigné et surveillé jusqu'à la fin de ses jours. Cette mission délicate fut confiée à Josiah Freeman, un ancien esclave devenu prédicateur et l'une des figures les plus respectées du mouvement abolitionniste. Freeman avait lui-même vécu l'horreur de l'esclavage et comprenait la soif de vengeance d'Isaac. Mais il était aussi convaincu que la violence ne pouvait être combattue que par l'amour et la compassion chrétienne. La rencontre entre Freeman et Isaac eut lieu dans une cabane isolée des montagnes de Virginie occidentale, au début du printemps 1825. Ce qui s'y déroula reste l'un des épisodes les plus troublants de toute cette histoire, car personne d'autre n'y assista, et les deux protagonistes emportèrent leur secret dans la tombe. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que Josiah Freeman fut retrouvé mort le lendemain matin, découpé avec la précision caractéristique d'Isaac le boucher. À côté du corps, une lettre écrite de la main d'Isaac expliquait son geste. Freeman était venu pour l'empêcher de poursuivre sa mission de justice, ce qui en faisait un complice objectif des oppresseurs. Cette mort marqua la rupture définitive entre Isaac et le mouvement abolitionniste. Désormais, seul contre tous, traqué aussi bien par les esclavagistes que par ceux qui avaient été ses alliés, Isaac poursuivit sa croisade sanglante à travers le Sud profond. Les témoignages sur ces dernières années sont fragmentaires et souvent contradictoires. Certains rapports le placent en Alabama en 1826, où toute une famille de planteurs fut retrouvée massacrée selon ses méthodes distinctives. D'autres l'identifient en Georgie en 1827, orchestrant la révolte d'une plantation qui se termina par l'incendie des bâtiments et la mort de tous les Blancs présents. Mais progressivement, les témoignages se raréfièrent. Soit qu'Isaac ait fini par être capturé et exécuté discrètement, soit qu'il ait trouvé refuge dans quelques coins reculés du territoire américain, ses traces se perdirent vers 1828. Pourtant, sa légende perdura bien au-delà de sa disparition physique. Dans les cases d'esclaves du Sud profond, le nom d'Isaac le boucher continuait à être murmuré comme une promesse de justice et de vengeance. Les maîtres les plus cruels évitaient de sortir seuls la nuit
hantés par la possibilité qu'une ombre se détache des ténèbres pour les châtier de leurs crimes. Cette peur collective eut des conséquences inattendues. Paradoxalement, la terreur inspirée par Isaac le boucher contribua à améliorer légèrement les conditions de vie des esclaves dans certaines plantations. Des maîtres auparavant impitoyables se montrèrent plus mesurés dans leur châtiment, craignant d'attirer l'attention du justicier fantomatique. Mais cette amélioration marginale ne put masquer la réalité plus sombre de l'héritage d'Isaac. En choisissant la voie de la violence extrême, il avait contribué à radicaliser le conflit autour de l'esclavage, rendant plus difficile toute solution pacifique. Ces actions alimentèrent la paranoïa des planteurs sudistes et justifièrent un durcissement de la répression contre les esclaves. Surtout, Isaac était devenu le symbole vivant de la façon dont l'oppression peut transformer ses victimes en monstres. L'homme intelligent et cultivé qui avait grandi dans l'ombre de Riverside avait été métamorphosé par des années d'humiliation et d'atrocité en une créature de vengeance pure, incapable de distinguer entre justice légitime et cruauté gratuite. Thomas Hartwell, le seul survivant de la famille, passa le reste de sa vie hanté par les événements de cette nuit d'avril. Il vendit rapidement les terres de Riverside et s'installa dans une modeste propriété du Maryland, loin des souvenirs empoisonnés de son enfance. Il ne se maria jamais, ne fonda jamais de famille, comme si le poids de l'hérédité familiale était trop lourd à transmettre. Dans ces dernières années, rongé par la culpabilité et la mélancolie, Thomas rédigea un récit détaillé des crimes de sa famille et de leur châtiment par Isaac. Ce manuscrit, retrouvé après sa mort en 1862, constitue l'une des sources les plus précises sur ces événements tragiques. « Je sais que beaucoup ne croiront jamais à mon témoignage », écrivait Thomas dans ses dernières pages. Comment accepter qu'une famille respectable ait pu se livrer à de telles atrocités? Comment admettre qu'un esclave ait pu orchestrer une vengeance si terrible? Mais la vérité est souvent plus monstrueuse que la fiction, et je porte le poids de cette vérité depuis près de 40 années. Le manuscrit de Thomas fut découvert par hasard en 1895, lors de la démolition de sa maison du Maryland. Il fut d'abord considéré comme l'œuvre d'un déséquilibré mental, trop invraisemblable pour être authentique. Mais des recherches approfondies dans les archives locales confirmèrent l'existence de la plantation Riverside, l'incendie du 15 avril 1824 et les mystérieuses disparitions d'esclaves dans les mois précédents. Aujourd'hui encore, l'histoire d'Isaac le boucher divise les historiens. Certains y voient un témoignage authentique sur les horreurs cachées de l'esclavage américain et la vengeance terrible qu'elles ont pu susciter. D'autres considèrent ces récits comme des légendes urbaines amplifiées par l'imagination populaire et la culpabilité collective du Sud post-bellum. Mais dans les archives poussiéreuses du comté de Henrico, ce dossier judiciaire au sceau brisé continue d'attendre qu'un chercheur suffisamment curieux ou suffisamment courageux vienne le consulter. Car certaines vérités sont trop dérangeantes pour être admises facilement, même quand elles sont couchées noir sur blanc dans des documents officiels. L'emplacement de l'ancienne plantation Riverside est aujourd'hui occupé par une zone industrielle anonyme où rien ne subsiste des événements tragiques de 1824. Seuls quelques vieux chênes centenaires se dressent encore, témoins silencieux d'une époque où l'humanité pouvait se transformer en bestialité avec une facilité terrifiante. Et parfois, disent les habitants de la région, quand le vent souffle fort dans les branches de ces arbres anciens, on peut encore entendre des échos du passé, des cris de douleur, des supplications désespérées, et par-dessus tout, le rire glacé d'un homme qui a découvert que la justice et la vengeance ne sont séparées que par une ligne très fine. Une ligne que Isaac de la Croix, dit le boucher, a franchie par une nuit d'avril, pour ne plus jamais revenir en arrière. Si cette histoire vous a donné des frissons, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à nous dire en commentaire ce que vous pensez vraiment de ce récit troublant. Isaac le boucher a-t-il existé? Ces événements ont-ils vraiment eu lieu dans une plantation de Virginie?
Ou ne s'agit-il que d'une légende noire, forgée par l'imagination collective pour exorciser les démons du passé américain? La vérité, comme souvent, est peut-être plus complexe que ce que nous pouvons accepter. Mais une chose est certaine, tant que l'humanité sera capable du pire, elle engendrera aussi ceux qui porteront en eux la vengeance de toutes les victimes oubliées. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres secrets enfouis de l'histoire et partagez cette histoire avec tous ceux qui, comme vous, s'interrogent sur les zones d'ombre de notre passé. Car c'est en regardant nos démons en face que nous pouvons espérer ne pas les voir renaître.